Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Alors, bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Haricots Verts Nicolas Moufflet de Lise Packaging. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Alors Nicolas, première question, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours et comment vous en êtes arrivé à la plasturgie qui utilise, on va dire, des végétaux? Eh bien, écoutez, j'ai fait des études en mécanique appliquée, études des matériaux, design industriel, et j'ai d'abord intégré à la fin de mes études une entreprise de verrerie. Donc, j'ai intégré un bureau d'études pour développer des bouteilles en verre et des designs particuliers, et aussi travailler sur l'optimisation de ces bouteilles-là. Et j'ai connu évidemment la mutation entre le verre et le plastique, surtout dans les boissons. Et là, j'ai participé à développer des bouteilles en plastique en PET qu'on retrouve maintenant par milliards sur la planète. J'ai développé ça pour des grands groupes, j'en ai développé plus de 6000 et je me suis intéressé aux matériaux, évidemment, puisque ça fait partie aussi de l'éco-conception, du travail qu'il y a à faire sur le développement de ces produits. D'accord. Et quand vous dites 6000, c'est des moules en fait, c'est des formes particulières, c'est ça? 6000 formes, 6000 designs, 6000. 6000 études, 6000 mises au point, on va dire, 6000 structures. Et puis voilà, c'est assez technique en fait une bouteille, il y a plein de particularités à D'accord. respecter. D'accord. Et alors, moi, ma question, c'était donc j'ai travaillé dans la grande distrie avant et j'ai moi assisté au basculement entre des bouteilles en PET et l'intégration de RPET, donc du plastique recyclé à hauteur de 30% dans pour certaines bouteilles. On a parlé aussi des perturbateurs de tri avec des bouteilles, par exemple, de certaines marques où le plastique était vert ou rouge et ça perturbait le tri dans le recyclage, etc. Ma question, c'est le plastique, ça a été donc pendant un moment, bah voilà, révolutionnaire parce que ça a apporté plein de caractéristiques, etc. Et aujourd'hui, bah on en revient un petit peu, hein, on va pas se mentir. Et du coup, moi, ma question et mon intérêt, c'était de savoir, pour revenir au sujet de la couleur végétale, c'est que je suis tombée sur vous en retrouvant une vidéo sur YouTube où on vous voit parler de, bah voilà, de plastique biosourcé, où vous étiez apparemment donc le premier. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est que vous nous racontiez un petit peu cette découverte, que vous expliquiez aux auditeurs, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un plastique biosourcé, que vous nous racontiez un petit peu cette découverte. Alors c'est vrai que c'est un peu technique, donc il y a différentes matières déjà en plastique pétro-sourcé, donc à base de pétrole, donc ça fait partie de votre quotidien et c'est ce qui pose un certain nombre de problèmes. Et la directive en fait, c'est surtout se passer de pétrole et trouver des alternatives. Et ensuite diminuer en même temps les émissions des CO2, des émissions à effet de serre. Donc ça, c'est assez récent quand même. Et moi, j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là en 2000-2001. Et j'ai commencé à m'intéresser à des nouveaux matériaux qui pourraient justement substituer ces matières à base de pétrole. Et quand on dit matière à base de pétrole, en plus des impacts assez simples que l'on voit visuellement dans la nature, on a aussi des impacts sur la santé humaine au final, avec des molécules qui peuvent parfois poser problème et des plastiques d'ailleurs historiquement qui ont été parfois même interdits, surtout sur un sujet assez connu, c'est celui des biberons avec les bisphénols A. Donc il y a toute une évolution aussi d'études, d'analyses sur ces matériaux qui au fur et à mesure du temps nous permet de croire qu'il faut les substituer, les remplacer. Donc quand on dit biosourcé, ça veut dire qu'on va utiliser plutôt en termes de chimie du végétal comme ressource pour réussir à faire, on va dire, un plastique assez équivalent. Et quand on dit biosourcé,
Ça ne veut pas dire que c'est biodégradable et compostable. Donc, il y a différentes catégories de biosourcés. Les biosourcés peuvent être aussi partiellement biosourcés, donc il faut se méfier. On va dire que c'est une avancée. Au lieu que ça soit 100% pétrochimique, eh bien, on va commencer à mettre du végétal. Ça a été le cas de la bouteille de Coca-Cola dans les années 2005, qui ont sorti leur plant de bottle avec 30% de végétal, donc de biosourcé. Et on a vu aussi Danone avec sa bouteille Volvic qui a sorti une eau plate avec 20% de végétal que vous trouverez peut-être encore dans les rayons des supermarchés. Et moi, je me suis dit que autant aller essayer de faire du 100%, puisque mettre du végétal, on sent que c'est plutôt bien, hein. Les grandes marques essayent en tout cas de mettre ça en avant, essayer de trouver des solutions. Et c'est ce qu'on a réussi à faire chez Least Packaging. En fait, c'est substituer toute la partie pétrochimie par de l'origine végétale et surtout des ressources renouvelables. Et en plus, avoir un caractère biodégradable et compostable qui répondent à des normes, puisque vous pouvez avoir du biosourcé à 96% qui n'est pas biodégradable et compostable. Et on pense que c'est une valeur ajoutée, en plus de pouvoir être recyclé, en plus d'être pouvoir enfoui et d'être en plus incinéré, de se dire qu'en plus, on a la solution de compostabilité qui s'offre à nous. Et de par cette position et ces caractéristiques de compostabilité, il y a un point très positif, c'est qu'on est obligé de répondre aussi à une norme d'écotoxicité qui n'est pas du tout obligatoire dans tous les autres cas. Donc c'est un cas particulier. Donc on fait des analyses dans un labo indépendant qui regarde lors de la biodégradation dans le sol si notre emballage relargue de la toxicité qui pourrait perturber le sol, évidemment suivant des normes, hein, il y a un cadrage, et on s'appuie à ces normes-là et que tous les autres plastiques ne pourront jamais atteindre ce niveau de performance. Et elle a un nom, cette norme sur la toxicité qui peut être larguée dans le sol? Parce que ça me... Oui, c'est la norme NFU 4451. Sur les normes de compostabilité, vous avez donc deux grandes normes. La norme Home Compost. Alors Oui. le numéro, je m'en souviens plus parce que nous on travaille Mais plutôt sur le ça, compostage industriel. mais ça parle home compost, ok. On fait plutôt du compostage industriel, donc je pourrais vous parler de cette position évidemment un peu plus en détail si vous le souhaitez. La norme de Mhm. compostage industriel, c'est EN 13432. Donc vous avez une homogénéisation un peu de cette norme sur la planète. Donc aux États-Unis, c'est la STM 6400. Enfin bref, voilà, vous avez moyen de travailler sur ce sujet où que vous soyez sur le globe. Donc ça, D'accord. c'est aussi Et alors, intéressant en termes de développement. justement, vous avez parlé d'un truc hyper intéressant, donc la compostabilité. Il y a eu un moment, moi je me souviens, donc quand je bossais chez Auchan, des amalgames de clients qui pensaient que compostable voulait dire je peux le mettre dans mon compost domestique et ça va se dégrader. Donc il y a eu des capsules de café à un moment, il y a eu plein d'innovations il y a les 5-10 ans. 5 ans, on va dire, de produits home compost. Et en fait, donc l'amalgame, c'était que les gens pensaient qu'on pouvait le mettre dans le compost. Et donc vous avez annoncé, enfin vous venez de parler de compostage industriel. Et donc en fait, le compostage industriel, c'est dans des normes, des conditions de température, d'humidité, d'hygronomie. Enfin, il y a plein de critères, c'est ça, qui font que ça peut être dégradé à 100%, mais dans une filière spécifique. Alors, vraiment, cette norme Home Compost, si le produit est certifié en tant que tel, vous pouvez effectivement le mettre dans votre composteur au fond de votre jardin. Alors, la durée de vie sur cette norme-là, de dégradation, pardon, c'est plutôt 12 mois, avec un composteur qui est actif, Efficace. c'est-à-dire que vous êtes en capacité de savoir vous servir de votre composteur, de brasser votre composteur et faire que vous allez bien être dans les conditions qui répondent d'ailleurs à des normes de home compost qui vont faire que votre sac biodégradable que vous avez acheté aux fruits et légumes par exemple ou vos capsules de café qui sont certifiées home compost vont vraiment se biodégrader dans votre composteur chez vous. S'ils ne se sont pas dégradés, c'est que vous n'étiez pas dans les bonnes conditions et c'est une histoire de temps. Ou alors, D'accord. c'est vraiment que votre produit, c'est un faux produit compostable, et auquel cas, il y a un autre sujet, il faut lutter contre voilà, des entreprises qui font n'importe quoi et qui trichent et qui mettent des labels alors qu'ils n'ont pas de certification. Donc, le problème du home compost, et c'est une voie un peu de garage sur lequel on a essayé d'enfermer, on va dire, tous ceux qui innovent sur ces sujets-là, notamment la chimie verte,
c'est que la plupart des gens n'ont pas de jardin et n'ont pas de composteur, donc ça s'adresse pas du tout à tout le monde. Donc, comment valoriser un produit si vous n'avez pas la solution pour le faire? Je veux dire, c'est un peu limité. Et surtout, bah, il y a pas mal de personnes qui ne savent pas servir de leur composteur et qui créent une mauvaise communication au travers ces produits qui pourtant sont très intéressants. Par contre, les produits home compost ont souvent une certaine fragilité puisqu'il faut qu'ils se biodégradent dans des conditions assez simples et ça répond pas souvent à des cahiers des charges qui sont un peu plus compliqués pour préserver, contenir, transporter des produits. Donc nous, on s'est positionné plutôt sur du compostage industriel dès le début avec des caractéristiques supérieures qui permettent pour nous de mettre des jus de fruits, de l'eau, etc., ce qu'on pourrait pas faire avec du home compost, hein, et respecter un petit peu le cahier des charges de nos clients. Et on pense que c'est mieux que ça soit des professionnels qui valorisent ces emballages dans des filières. Donc, si on parle de composteurs industriels, en France, vous en avez plus de 800. Donc, il n'y a pas un sujet de construire des unités de compostage pour gérer les emballages, puisque ces unités-là, elles sont faites pour valoriser les biodéchets ou du lisier, etc., dans l'agriculture, etc. Enfin, il y a plein de particularités et de solutions. Le réseau est très bien construit, vous en avez un tous les 80 km en France. Donc nous, notre rêve aujourd'hui, puisqu'en 1er janvier 2024, enfin la France va trier les biodéchets des particuliers. Pour info, l'Italie fait ça depuis 14 ans. On est très en retard. On pourrait, donc ce seau de biodéchets que vous allez devoir trier normalement chez vous, va partir dans une filière professionnelle de valorisation de compostage industriel ou de méthanisation. Les deux sont possibles. Et nos emballages sont parfaitement adaptés pour aller dans ce seau-là, puisqu'ils sont certifiés, validés, ça fonctionne très bien. Et là, on a des conditions qui sont très stables, qui répondent justement aux certifications et aux normes. Et forcément, notre emballage, il va être biodégradé dans ces unités-là sans aucun problème. Génial. Et là, on a quelque chose de professionnel. D'accord. Alors, avant qu'on aille plus loin, maintenant qu'on a dressé le tableau, est-ce que vous pouvez nous raconter et nous expliquer votre entreprise List Packaging? Donc, on a un peu compris quelques franges de son activité, mais est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse, où elle se trouve, quand est-ce qu'elle a été créée, un peu le nombre de personnes et les activités que vous y faites? On est en France, en Charente-Maritime, à Saintes. La création, c'était en 2015. Donc j'ai voulu créer cette société, voilà, après de nombreuses années à travailler sur ce sujet-là, avec comme objectif effectivement de sortir ces bouteilles, et c'est une particularité biodégradable et compostable. Aujourd'hui, on est 20 personnes, on a fait 3,4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on est passé du mode prototype en 2015 en mode semi-industriel et on va essayer de passer un palier l'année prochaine. Et on a donc un marché qui est plutôt français, dans l'univers cosmétique, agroalimentaire, compléments alimentaires. Donc on fabrique surtout des contenants vides et qu'on vend à des professionnels uniquement, qui les remplissent et qui les mettent sur les marchés de grandes surfaces ou dans des réseaux bio ou dans des épiceries. Donc parfois on ne sait pas forcément où vont nos bouteilles en fait une fois remplies, ça c'est possible aussi. Et on a aussi un grand volet de déploiement. Ça, c'est notre deuxième pilier sur lequel on travaille. C'est d'installer des unités de production à l'étranger pour faire la même chose qu'ici en France, mais produire dans d'autres pays qui ont besoin de solutions. Et on veut surtout pas envoyer nos bouteilles dans des conteneurs à l'autre bout de la planète. Donc, on a installé aujourd'hui 2 usines et une troisième est en cours. Donc une première usine il y a 2 ans à l'île Maurice, une autre en Guadeloupe et là on va installer en 2024 une usine à Tahiti. Génial. Euh, donc la préparation des matières c'est toujours fait par contre chez nous, mais voilà on pourra rentrer dans le détail si vous voulez, mais on a tout un transfert de technologie, on vend les machines, on vend notre savoir-faire, on installe, on forme les gens et quand on repart, ils produisent comme nous on le fait en France. Et pourquoi le choix d'être sur des îles? Alors c'est pas un choix, c'est on ne prospecte pas aujourd'hui, c'est que des demandes entrantes. Et dans ces D'accord. demandes entrantes, c'est des gens qui sont plutôt sur des îles et qui cherchent absolument une solution pour lutter contre la pollution plastique. Ils ont aucun Ouais. moyen de recycler. La plupart du temps, c'est comme ça.
Donc c'est que de l'enfouissement depuis toujours. Par exemple, sur le territoire de la Guadeloupe, qui est quand même un territoire français, il n'y a pas de recyclage, il n'y a pas d'incinération. Il y avait de l'incinération en Guyane, donc il y avait des conteneurs qui partaient des Antilles pour aller en Guyane pour se faire incinérer. C'est que de l'enfouissement, donc vous avez des jolies collines qui sont recouvertes de terre, mais c'est que des déchets, des poubelles en fait, qui s'accumulent et qui s'accumulent et qui s'accumulent. Et comme les plastiques pétrochimiques ont une durabilité dans le temps exceptionnelle, eh bien l'accumulation est là et puis les problèmes sont là. Et nous, ce qu'on offre, c'est de un, éviter les importations des emballages, c'est-à-dire les fabriquer sur place, donc ça c'est super, puisqu'ils importent beaucoup. De deux, fabriquer des emballages qui peut être gérés localement très facilement, puisqu'ils se compostent, ils se biodégradent assez vite, donc même s'ils sont enfouis dans la décharge, comme d'habitude, je dirais que leurs petits-enfants ne les verront pas cela, parce que ça va mettre quelques années à se biodégrader, ou quelques mois, sans relargage toxique, puisqu'on revient à notre discussion avant, par rapport aux normes. Et puis là, c'est formidable, ils ont plus besoin de faire des conteneurs poubelles pour envoyer leurs déchets ailleurs, pour que ça soit traité, etc. Et c'est D'accord. très facile pour eux. Et puis, ils soignent la biodiversité, puisque ça, c'est quand même très important pour eux. Et le tourisme, puisque l'idée, c'est que il y Ouais, a pas ça de reste des pollution plastique paysages partout agréables à sur regarder. l'île. Ouais, d'accord, ok. Donc je comprends mieux pourquoi c'est plutôt tourné vers des îles. Donc du coup, on a parlé de votre produit. Donc vous travaillez donc du biosourcé. Vous avez dit à plus de 96%. 100%. Vous, c'est 100%. Donc biosourcé, pour moi, ça veut dire qu'il vient des plantes, c'est ça? Oui. Et du coup, ma question, c'est est-ce que ça vient de plantes qui sont par exemple des déchets non utilisables en alimentaire, ou est-ce que parfois, ça vient aussi de plantes qui pourraient être utilisées en alimentaire? Ça vient de quelle source en grande, sans révéler de Alors, secret, mais un petit rappel, historiquement, ça a commencé avec l'amidon de maïs, et justement, il y a eu pas mal de gens qui ont dit, ah là là, mais si on commence à prendre des grains de maïs pour faire des plastiques biosourcés, on va affamer les gens. Bon, c'est une fausse remarque parce que les taux utilisés sont extrêmement faibles, mais c'est un sujet quand même. Donc nous, on n'utilise pas d'amidon de maïs aujourd'hui, donc on va utiliser plutôt des coproduits issus du monde agricole et végétal. Je peux vous prendre l'exemple sur lequel j'ai eu le plus travaillé, c'est la canne à sucre. Lorsqu'on va crusher la canne et en faire du sucre, vous avez du liquide, du solide, et à partir de ces déchets-là, avant de faire du sucre, vous allez pouvoir faire de la chimie verte et faire évidemment des matières biosourcées. C'est assez simple. Donc il y a pas mal de voies de valorisation qui ne vont pas du tout aller sur l'alimentaire. Et d'accord. puis il y a aussi du végétal qui a besoin d'être valorisé, dont on ne sait pas trop quoi faire, sur lequel on travaille. Et là, sur les dernières générations, on a même des développements sur des algues qui sont plutôt à éradiquer dans certaines régions. Et je dirais que c'est un mix de tout ça, finalement, qui permet aujourd'hui d'avancer, d'innover. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut s'amuser, puisque tout est compostable et il n'y a pas besoin de séparer comme on le fait dans les plastiques. Ouais. Notre catégorie, finalement, elle est très large, que vous fassiez avec des algues, que vous fassiez avec de la bagasse, de la coco, etc. Vous allez toujours les composter au même endroit et vous n'avez pas d'investissement particulier, de filière, etc. Ouais, le seul problème, c'est que par exemple pour les matières premières, la canne à sucre, il y en a pas en France métropolitaine. Donc vous Alors, il y en devez, a maintenant, il y en il y a. en a maintenant Alors c'est en nouveau, il y France en a un petit métropolitaine. peu. Ah, c'est Il y en a en génial. France. Dans le sud de la France, il y a quelqu'un qui a une rhumerie. Et Ah, on arrive à prendre un peu de bagasse chez lui qu'on intègre dans nos recettes. C'est nouveau, il y a quelques mois. C'est le réchauffement d'accord. climatique, ça nous arrange. Ouais. Mhm. Donc on a des fournisseurs en fait qui font des traitements sur place parce qu'on travaille avec du roseau, on travaille avec du lin, du chanvre, la bagasse, on travaille avec aussi des mélanges de coproduits. Donc, on a beaucoup de déchets différents organiques qui rentrent dans la composition de nos matières. Donc, on est capable de faire des bouteilles à partir de coquillages, d'huîtres, de moules, C'est de la pas coquille vrai. Saint-Jacques. On a C'est aussi génial. algues brunes, algues vertes. On a des argiles, on a des peaux d'orange, on a des noyaux d'avocat, des pépins de raisin. En fait, du moment qu'on a un déchet organique qui peut être sec et qu'on peut réduire en farine,
on sait l'intégrer dans les recettes. Et évidemment, après, on fait des tests pour connaître un peu les taux d'incorporation mini, maxi. Et Ouais. ça donne aussi, sur le plan marketing, un intérêt assez exceptionnel, puisque si vous voulez commercialiser de l'huile d'olive, c'est intéressant que je récupère vos noyaux et que j'intègre vos noyaux dans la matière et que vous mettiez votre huile dedans pour la vendre. Et on a un packaging qui se démarque aussi et qui permet C'est un, peut-être de mieux le trier aussi pour le mettre au bon endroit, pour le jeter dans la bonne filière. Donc c'est ça tout ce travail-là que parfois le lobbying essaye de nous un peu nous embêter. Ouais. Et alors, du coup, je voudrais juste préciser quelque chose et avoir votre avis. On est bien d'accord. Bon, déjà, le meilleur emballage, c'est celui qui n'existe pas, qu'on produit pas. Mais quand on en produit, il est important, je pense, qu'il n'y ait pas enfin, qu'il soit monomatériaux pour être le mieux recyclé. Donc, quand on parle d'emballages qui sont pas biosourcés et biodégradables, mais il faut rappeler aux gens que c'est important justement de pas faire d'association. Finalement, c'est pas vraiment une bonne idée d'associer par exemple du pétrole et du végétal parce que à la fin, on peut pas trier. C'est une avancée dans le sens où on fait on met moins de pétrole, mais je veux dire, c'est pas non plus la meilleure solution. Alors, lorsqu'on fait, c'est un peu technique, mais de l'extrusion, on crée des nouvelles matières en fait, et là on a du monomatériau. Un exemple de multimatériau qui est une fausse bonne idée, c'est la brique Tetra Pak, où vous avez effectivement un visuel carton, mais à l'intérieur vous avez surtout de l'aluminium et un plastique qui peut être parfois biosourcé. Mais ça, c'est vraiment l'enfer à recycler. Et on se dit, ah, maintenant, c'est une brique en carton, c'est beaucoup mieux qu'un flacon PET, par exemple, hein. On parle d'un Hum. flacon en plastique pétrochimique. Franchement, ça se discute. Moi, je suis plutôt pour le PET dans ce cas-là. Euh, donc, ça devient très compliqué pour le consommateur parce que je comprends bien qu'il n'a pas du tout les connaissances pour pouvoir analyser. Donc, voilà, il y a le marketing aussi qui fait son travail pour faire croire que le verre c'est écologique aussi. Alors il y a un sujet, moi je suis de la verrerie à la base, donc je connais très bien les problèmes du verre. Aller creuser sur les côtes pour trouver de la bonne silice, pour envoyer ça dans des fours qui marchent 24/24 au gaz à 1800 degrés, qui ensuite on doit transporter ces bouteilles pour les acheminer dans des camions où ça prend une place, ça fait 30 ou 40% de volume en plus que des bouteilles en plastique par exemple. D'où l'intérêt et l'arrivée du plastique en fait, hein. C'est Ouais. l'allègement, la facilité, le transport, le prix, enfin, il y a tout un. Donc les Scandinaves, par exemple, ils préfèrent avoir du plastique que du verre. Ils ont fait des calculs depuis très longtemps sur les analyses de cycle de vie, sur l'impact global, et Ouais. ils savent très bien que le verre, c'est pire que tout. Ce qui est intéressant, c'est quand on a perdu le verre dans la nature, il est neutre, il n'y a pas d'impact, comme nous en fait. C'est la Ouais. même chose. Donc, il va pas disparaître, par contre. Alors que nous, on va disparaître à un moment donné. Et la réutilisation, bah, elle est là. Alors, réutiliser votre bocal en verre, bah, tout le monde en a trois ou quatre. Mais ça s'arrête là, en fait, hein. Vous n'allez pas arriver avec votre chariot rempli de bocaux en verre pour aller faire vos courses, ou dans votre panier. Déjà, quand vous en avez trois, ça commence à être lourd. Enfin, c'est des petits gestes qui peuvent être utiles. Donc, moi, je suis pas contre, mais c'est pas ce qui va changer vraiment, l'ensemble du marché, ça n'a aucun sens. Les magasins vrac, bah nous on fait des contenants pour le vrac avec une étiquette spéciale vrac. Voilà, c'est léger, pratique parce que ce qu'on fait, ça ressemble à du plastique en fait. Vous pouvez quand même le réutiliser. Bon, c'est pas en verre, mais si vous y prenez Hum. soin, pourquoi pas. Les pots, ils sont très bien, il n'y a pas de sujet. Donc, il faut faire attention aux fausses bonnes idées. C'est pas évident. Et peut-être il y a parfois du verre qui va être intéressant dans un certain cas, mais pas dans un autre. Enfin, je pense qu'il n'y a pas tout non plus Ouais, à tout n'est pas blanc, tout n'est jeter. pas noir. Il y a des solutions Non. adaptées. Ouais, d'accord. Ma question, c'est donc vous venez de nous expliquer votre produit. Il semble hyper intéressant parce que du coup, il n'utilise pas forcément d'alimentaire. Il utilise des coproduits, des déchets, des choses voilà qu'on peut trouver, qu'on a en grande quantité, et qu'on peut utiliser pour faire des contenants. Pourquoi aujourd'hui, Nicolas, il n'y a pas plus? Pourquoi c'est pas démocratisé et obligatoire pour tout ce qu'on voit dans un hypermarché? Alors la France a un cas particulier, c'est là où on est, c'est là où on travaille en fait pour essayer
de développer notre carnet d'adresses et nos clients. Deux petits exemples qui vont vous parler aujourd'hui. C'est le seul cas au monde où sur nos emballages, on n'a pas le droit de mettre que c'est biodégradable, on n'a pas le droit de mettre que c'est compostable. Alors que c'est certifié par l'Union européenne, c'est certifié NF par la France, sur le fait que c'est pas bien ce que vous faites parce que les gens ils vont plus les jeter dans la nature. Ah oui. Alors il n'y a aucune étude sur ce sujet-là. Personne ne m'a dit puisque c'est comme ça je vais pouvoir le jeter par la fenêtre de ma voiture. C'est vraiment des arguments qui empêchent d'avoir une alternative forte qui bouscule le marché et les industriels, puisque aujourd'hui vous comprenez bien dire que recycler c'est ce qu'il y a de mieux, c'est utiliser toujours les mêmes matériaux, les mêmes procédés, les mêmes coûts, le même marché. Et puis, comme on recycle, c'est super, eh bien, on continue comme ça, puis même on accélère, en fait. Et puis, on vous met un petit peu de recyclé dans la matière pour faire bien, 30%, 20%, 10%. Ouais. Et là, il y a un sujet, je pense qu'il faut qu'on prenne 2 minutes là-dessus sur le recyclage parce que il y a vraiment des bugs, mais qui sont gigantesques là-dessus. Et comme le mot d'ordre, ça a été Coca-Cola qui l'a lancé en disant, écoutez, nous, ce qu'on fait, c'est bien, sauf que c'est les concitoyens, les citoyens qui font pas le job. Si vous faites le job, vous allez voir que tout va bien se passer. Sauf qu'il y a un point noir essentiel, c'est que sur les plastiques pétrochimiques et notamment les bouteilles en PET, au bout de 8 fois dans des labos, puisque même sur le terrain on n'arrive pas à faire 8 cycles de recyclage, Hum. la matière n'est plus possible à être utilisée. Elle s'use. Donc, quand vous avez fait Oui. 8 tours, qu'est-ce que vous faites de ces milliards de tonnes? Puisque vous ne pouvez Donc, plus ouais. refaire des bouteilles. Donc, vous êtes bien embêtés. Il y en a des petits génies qui disent, attendez, j'ai trouvé la solution, je le mélange avec du bitume et je l'étale sur la terre. Et Ah il y oui, en j'ai a qui entendu ça. disent, c'est formidable, on a trouvé une solution pour se débarrasser du plastique. Pas du tout. On l'étale avec du bitume sur la planète. Il y a plein d'exemples comme ça où on n'est plus dans le recyclage en fait. On appelle Ouais, ça, je sais plus, de l'upcycling, ou quand vous faites un objet qui est différent de celui du départ. C'est pas du recyclage, ça. Le recyclage, c'est que si vous avez une bouteille au départ, vous devez faire une bouteille à la fin avec la matière que vous avez récupérée. Quelques chiffres sur le recyclage, sur ce qui est collecté en France aujourd'hui, donc ce que vous récupérez des poubelles des gens. 4% reste de bonne matière. C'est les chiffres 2022. Ça veut dire que c'est nul. Ça fait 35 ans qu'on travaille, qu'il y a des milliards d'injectés pour récupérer 4% de bonne matière qui vont pouvoir vraiment refaire des bouteilles. Il y a 4 autres pourcents, puisqu'on est à 8% en tout, qui sont exportés dans d'autres pays qui nous en achètent. Voilà, il y a un marché de l'achat du plastique recyclé. Le problème, c'est qu'avec 4%, quand vous êtes un grand groupe et que vous voulez vous lancer en mettant sur votre packaging je suis en matière recyclée, je vous assure que vous avez pas assez de matière à la fin de l'année. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on est certain qu'il y a des marques qui mettent sur leur étiquette je suis en matière recyclée, qui parfois contiennent de la matière recyclée, mais parfois n'en contiennent pas, puisqu'il n'y a pas assez de matière recyclée pour produire toutes ces bouteilles qui sont actuellement sur le marché dites en matière recyclée. On essaye de faire des analyses de notre côté, on a consulté des labos. Il s'avère qu'on n'est pas capable de savoir si de la matière recyclée a été injectée dans l'emballage. Donc on pense qu'il y a un sujet intéressant qui en plus s'emboîte sur un autre sujet de perturbateurs endocriniens qui fait qu'il y a eu des études qui sont sorties au mois de septembre qui disent attention, si des bouteilles ont contenu du non alimentaire, on a des soucis de perturbateurs. Il faudrait pas les recycler avec des bouteilles qui ont contenu de l'alimentaire. Ça veut dire que dans les centres de tri, il faudrait qu'ils séparent les bouteilles de shampoing des bouteilles d'eau, ce qui est Oh, absolument impossible, impossible. puisque déjà, Hum. c'est très compliqué de trier les plastiques entre eux, au grain près, aux Hum. petits morceaux près. Et il faut savoir que dans les centres de recyclage, si votre bouteille est trop petite, si vous l'écrasez, puisqu'il y a une génération où vous disiez c'est génial, vous allez pouvoir l'écraser,
Celle-ci, si elle est trop petite, elle sera pas recyclée parce que le tri, il prend pas les petits objets en fait. Mmh. Si elle a contenu de l'huile, le, de marque d'huile, on s'en fiche, elle sera pas recyclée non plus. Donc il y a tout un pan de bouteilles de toute façon qui seront jamais recyclées et qui vont être incinérées. Alors je pense que le mieux c'est peut-être d'incinérer par recycler. Et au final, c'est vous redonner en fait des bouteilles à base de pétrole où on sait très bien qu'une grande partie va finir dans l'océan à un moment donné et que vous en voulez plus. C'est un peu ça l'idée en disant ah faut qu'on arrête cette pollution, mais le recyclage c'est vous redonner ce que vous voulez plus en fait, puisqu'on vous Ouais. redonne la même chose. Donc vous voyez, c'est un système qui est assez incroyable. Et en plus, quand vous êtes chez vous, vous payez vos poubelles pour faire le tri pour des gens qui, derrière, vont récupérer de la matière pour gagner de l'argent. Enfin, il y a quelque chose qui ne Ouais. va pas au Japon, par exemple, quand vous faites le tri, vous pesez ce que vous avez réussi à trier, on vous donne de l'argent. Vous payez pas pour travailler, en fait. Donc, il y a un Ouais. sujet aussi de... Donc là, on est encore partir sur un autre volet, c'est la consigne, en disant bah, c'est Ouais. formidable, on va remettre la consigne en place. Mais historiquement, la consigne, ça n'a jamais marché en France parce que on a un problème d'éducation, je pense, je sais pas, c'est particulier. On est retourné sur la consigne. Alors vous allez donner des centimes et des euros lors de votre Mmh. achat de votre produit, mais qui récupère ces euros? Puisque vous savez bien que une grande partie ne sera pas consignée. Donc ça veut dire vous allez encore payer et donner de l'argent à ces gens-là qui finalement apportent des fausses solutions. Et ça continue, comme d'habitude. C'est l'économie circulaire qui tourne en rond. Donc on Et essaie de alors sortir de cette pourquoi? économie circulaire-là, nous. Ouais, mais alors du coup, j'entends hein, parce que j'ai travaillé sur ces sujets, ne serait-ce que voilà, j'ai vu l'émergence du fourgon. Nous, je sais pas s'il y en a chez vous, mais nous dans le Nord, c'est hyper connu. Donc utilisant du verre, la consigne. Moi, j'avais travaillé aussi, je crois que c'était Cristalline. Non, je ne sais plus quelle marque de bouteilles. On avait installé des conteneurs chez Auchan et après ça a été déployé dans d'autres grandes surfaces où en fait les clients ramenaient leurs bouteilles dans des conteneurs, elles étaient broyées directement sur place et le client recevait un bon d'achat à dépenser en hypermarché. Tout ça, j'ai suivi ces sujets et j'avoue, je suis un peu d'accord avec vous. C'est c'est des avancées parfois, mais parfois beaucoup de désinformation. Et en fait, encore une fois, c'est le consommateur à la fin qui essaye de bien faire et qui se rend compte que ça, voilà, lui il a beau faire gaffe à dans quelle poubelle il le met chez lui. Et franchement, avec les nouvelles consignes de tri, je pense que ça a quand même embrouillé pas mal de gens qui venaient enfin de capter dans quoi on mettait quoi. Et maintenant, tout a rechangé. Donc je pense que oui, ça c'est assez complexe. Moi ma question c'est nous on voit bien là ce que vous proposez. Je reviens à ma question. Pourquoi ça n'est pas plus démocratisé? Est-ce que c'est une histoire je suppose que de faire du plastique biosourcé c'est plus cher? Et à quelle hauteur c'est plus cher? Et est-ce que c'est ça qui fait que les gens n'y vont pas? Que les industriels n'y vont pas? Bon, le frein, c'est pas du tout le prix. Alors évidemment, on est plus cher, mais alors ça se joue à quelques centimes près. Aujourd'hui, on a plus D'accord. de 150 clients. C'est plutôt des petites enseignes, des nouvelles marques qu'on accompagne parce qu'en plus, on a un bureau d'études design, donc on crée les produits de A à Z, de la matière jusqu'à la fabrication sur mesure. Vous savez, D'accord. ce qu'on fait, c'est unique au monde. On est les seuls à faire des contenants comme ça. Donc c'est simplement que D'accord. notre souci, c'est de se faire connaître. C'est-à-dire quand vous êtes un industriel, votre premier réflexe, c'est je prends quoi? Du plastique, du verre, de la brique en carton. Mais attendez, il y a l'East Packaging, il propose aussi autre chose. Donc c'est à nous D'accord. aussi de nous faire connaître au plus grand nombre. Donc ça, c'est un travail du quotidien. On essaye de travailler sur les réseaux sociaux, comme tout le monde, les salons professionnels, etc. Donc je pense qu'on a une certaine notoriété maintenant. Euh, et puis parfois, ça prend du temps à dire, OK, bon, j'ai déjà un emballage, le vote m'intéresse. On part dans des études, des comparaisons, etc. Et puis jusqu'à temps qu'on arrive au bon moment aussi. Parfois, on n'arrive pas au bon moment. Ils ont Ouais. déjà investi. Et puis, notre fin majeure, c'est qu'aujourd'hui, la politique française dit, ah, si c'est pas recyclable, c'est pas bien. S'il n'y a pas de filière, c'est pas bien. Alors évidemment, nous, notre filière, on l'a pas.
C'est-à-dire que si vous voulez vraiment la composter aujourd'hui, vous savez pas comment faire. Tous les emballages vont dans la poubelle jaune. On va aussi dans la poubelle jaune. Quand ça rentre dans le centre de Ouais. tri, on va détecter que nous ne sommes pas dans les variétés de plastique identifiées. On va aller, on va dire, en enfouissement ou en incinération. On rêverait qu'à ce moment-là, on puisse aller en compostage, comme ce qu'on fait dans les autres pays où on a installé des usines, où là, eux, Hum, ils les mettent au compostage, en fait. Donc, on comprend d'accord. bien que ben, notre volume est petit et que finalement, pour qu'ils s'organisent, ils vont pas faire tout ça pour nous. Maintenant, si Ouais. notre bouteille est enfouie ou incinérée, et au pire, si elle est perdue, ben, c'est beaucoup mieux que le reste. Et c'est pas si Ouais. grave si elle est enfouie, en fait. Ça, faut Oui, puisque comprendre. dans Et la si elle est terre, alors, oui. compostée, c'est idéal. Mais elles sont recyclables. Nos bouteilles Ouais. sont recyclables par des procédés, donc on a des certificats de recyclabilité. Il y a des gens qui le font très bien. D'ailleurs, en Belgique, il y a des gens qui recyclent tout ce qui est biosourcé, compostable. En Italie, ils font plutôt ça bien. Ils collectent les emballages compostables pour les amener au bon endroit, mais en France, pas du tout. Alors, on doit D'accord. s'élargir en Europe aussi pour effectivement ben, pénétrer les marchés plus facilement. Mais c'est vraiment le lobbying en place pro-recyclage qui nous pose un certain nombre de problèmes où parfois nos clients consultent ce lobbying puisqu'ils sont pas beaucoup à définir un peu les règles du jeu Hum. et disent bah non, c'est pas recyclable, c'est pas bien. Sans aucun autre D'accord. argument en fait. Hein. Donc, vous, on va dire, vos freins, c'est peu le prix, vu que c'est quelques centimes, vous dites. C'est pas le C'est, prix. ouais, c'est pas le prix. C'est la notoriété, mais elle est en train de grandir. Donc, vous êtes le seul à faire ça dans le monde. Oui, tout à fait. Ça, c'est incroyable. Et le dernier truc, c'est une histoire de réglementation d'une filière de biosourcés qui n'est pas établie en France, mais qui existe ailleurs. Donc, par exemple, faudrait que je trouve, mais vous avez parlé de l'Italie et de la Belgique, faudrait que je trouve des acteurs pour creuser. Mais d'accord, donc c'est principalement ça qui pose problème. Et vous dites qu'il va y avoir, à partir du 1er janvier 2024 chez nous, c'était quoi? Pour C'est collecter les biodéchets et pour les amener donc en compostage industriel. Donc nos emballages vont parfaitement dans ce seau. Évidemment, vous savez ce qu'ils ont décidé, qu'on ne puisse pas les mettre pour l'instant. Sans aucun argument. Mais c'est comme ça. d'accord. Donc ils Ça serait font trop un pas. facile si vous voulez. Hein. Il n'y a aucun investissement en fait. On demande juste à dire, c'est certifié, est-ce qu'on peut les mettre dans les bio-seaux pour que ça parte en compostage industriel? On prouve que ça fonctionne, on fait des essais, voilà, en réel, hein, on va mettre nos emballages dans les composteurs industriels. La chaire Copac, c'est un consortium de scientifiques, viennent de valider que ça fonctionne très bien. Nous aussi, tout le monde le sait. De toute façon, c'est certifié Ouais, pour ces conditions-là. On dit le seau arrive, les biodéchets vont là, on met nos emballages avec les épluchures de légumes et ça va se biodégrader très vite. En moins de 80 jours, il n'y a plus rien et c'est propre. On dit bah non, hein, parce que on va avoir des plastiques après dedans. Alors vous, c'est embêtant si on vous autorise à faire ça. Vous comprenez? Ben, c'est les plastiques maintenant encore qui nous dérangent en fait. Faudrait pas trop. Alors il y ouais. a une entreprise suisse qui est très intelligente, qui a un composteur industriel et qui se dit bon, c'est vrai que nous, on veut pas de plastique pétrole qui aille dans notre composteur du coup, parce que là on se retrouve dans un problème inverse. Donc il dit bah il communique pour faire en sorte qu'il y en ait le moins possible, mais évidemment il y en a un peu. Et lui il se dit bah je composte, je fais rien de spécial au début. Et à la fin, de toute façon, ce qui est réellement compostable, c'est composté, donc ça a disparu. Et ce qui n'a pas été composté, ben je le trie dans mon compost qui a déjà été formé à la fin et j'enlève les morceaux de plastique qu'on détecte. Et il se retrouve avec un compost de très bonne qualité, mais il a fait un tri après Ouais, compostage, d'accord. alors que certains se disent ah il faut qu'on trie avant. Bon, et je trouve Ouais. ça assez intelligent de leur part. C'est le seul cas que je connaisse qui a expérimenté et qui font ça pour de vrai, et ça marche très très bien. Donc En il y fait, a pas de sujet en fait. ouais, il vous faudrait juste un énorme acteur qui a du poids dans ses lobbies et qui fasse changer le. C'est ça, hein, c'est souvent comme ça. Hein, c'est un gros qui fait du volume, qui va inciter les règles à bouger. Mais d'accord. Bon, en tout cas, c'est passionnant. Pour revenir à notre question de podcast, pourquoi j'ai voulu vous interviewer, c'est parce que j'ai vu
et à mon grand étonnement que, comme on l'avait dit en préparant l'interview, c'est que cerise sur le gâteau, vous pouvez aussi colorer vos bioplastiques. Et j'aimerais bien que vous me racontiez cette phase, comment ça marche, qu'est-ce que vous avez fait comme type de collaboration, si vous avez le droit d'en parler, et comment ça se passe, vous vous approvisionnez où, est-ce que c'est les mêmes circuits que les gens que j'ai sur la teinture végétale, la coloration capillaire, etc. Est-ce que c'est les mêmes plantes, est-ce que c'est les mêmes extraits, enfin racontez-nous un petit peu parce que ça me passionne. Alors, c'est pas là où je suis le plus à même de rentrer dans le détail, mais c'est les mêmes plantes, effectivement, que pour les produits naturels capillaires. C'est les mêmes colorants qu'on arrive justement à intégrer dans nos matériaux. Donc, on envoie nos matières, en fait, qui sont préparées sur celui qui développe ces colorants à partir de végétaux et de plantes. Et puis, c'est lui qui nous fait, on appelle ça des master batch, des concentrés avec les colorants qu'on récupère pour ensuite les rediluer puisqu'on a un concentré avec notre matière pour en faire différentes teintes, différentes couleurs. Donc aujourd'hui, on a un choix qui est assez intéressant, mais qui reste quand même limité par rapport aux colorants de synthèse. Et je dirais que ça fonctionne plutôt très bien. Vous dire le nom des plantes, là de tête, je m'en souviens plus. Mais c'est vraiment, voilà, c'est la même chose que ce qu'on peut retrouver dans d'autres métiers. Et ça marche plutôt très bien. Et ça marche très bien dans notre métier à nous parce que quand on fait nos transformations, puisqu'on est sur un univers végétal, en termes de température, on n'a pas besoin d'avoir des températures aussi hautes que dans la plasturgie traditionnelle. Et ça permet d'éviter de brûler en fait les ingrédients. Pour vous donner une idée, pour faire une bouteille PET, avant on fait un petit tube, ça s'appelle une préforme. Ce tube, c'est de l'injection, c'est un moulage particulier. On est plutôt sur des températures de 280 degrés à ce moment-là. Et à 280 degrés, quand vous passez des coproduits, des colorants végétaux, vous avez des soucis. Alors que nous, on travaille plutôt vers les 170, donc ça fait 100 degrés de moins. Donc Ouais. on économise de l'énergie. Et là, on se fait plaisir parce que il n'y a pas grand-chose qui brûle, puisque les temps de cycle sont quand même assez rapides. C'est pour ça qu'on peut intégrer beaucoup de déchets organiques qu'on ne peut pas intégrer à 280 degrés en fait. Donc même si on parle des peaux d'orange, voilà, nous on peut les intégrer, mais sur de la plasturgie traditionnelle, c'est impossible. Ça va vraiment être noirci, carbonisé. Et les colorants, ils sont un peu plus sensibles. Il faut faire un peu plus attention. Et donc là, nous, on se fait un petit peu plus plaisir parce qu'on a accès justement à ces colorants de par notre process qui est qui est plus souple. D'accord. Donc, je comprends bien. Comme ça chauffe moins, ça dégrade moins, et on peut du coup mettre même des colorants végétaux. Vous avez Tout à parlé fait. donc de choix de couleurs. Vous avez à peu près combien de nuances aujourd'hui pour nous donner un ordre d'idée en végétal? On, on en a bien une bonne dizaine de bases qu'on peut plus ou moins diluer. Donc voilà, Ouais, bleu, mix, rouge, etc. vert, avec différentes tonalités. D'accord. Maintenant, être très précis sur une demande qui souvent vient de la cosmétique, ça va être compliqué. Puis on a des couleurs qui sont pas comme d'habitude, espèce de ton un peu pastel, je dirais. Ça change un petit peu. On les reconnaît finalement. Hein, c'est peut-être moins flashy en fait. Voilà, c'est un peu plus doux comme couleur. D'accord. Mais c'est Et très intéressant, ça change. Et alors du coup, vous avez donc sur le podcast, moi j'ai commencé par la teinture, je me suis rendu compte la teinture végétale, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'applications et donc on arrive à la vôtre sur le bioplastique. Est-ce que donc vous avez des demandes aujourd'hui de personnes donc dans la cosmétique ou dans l'alimentaire qui demandent à avoir le plus, comme on disait, la cerise sur le gâteau, d'avoir et du plastique biosourcé et qui soit teint de manière végétale? Oui, ça c'est vraiment très classique, hein. Je, Et donc, il y a voilà. des exemples de produits de notre quotidien que nous, par exemple, consommateurs, on pourrait retrouver en se disant, ah bah tiens, ça c'est un exemple. Parce que moi, c'est ça aussi que je cherche, c'est des preuves que ça marche et que ça existe. Ah, sur le marché, évidemment, comme on en produit, vous pouvez en trouver. Alors, vous dire où exactement, dans quel magasin, je ne saurais pas exactement parce que comme ensuite ils sont remplis et puis Ouais. distribués, et ça, c'est pas notre partie du tout. Donc ça, c'est nos clients.
Donc, je pourrais peut-être vous renvoyer quelques références directement de clients, Mais hein, ce serait qui bien qu'on voit, diffusent. qu'on se dise, bah tiens, tel produit, c'est ça, c'est un emballage bioplastique éteint végétalement. Alors, nos clients, ben, généralement, font un peu de publicité sur leur étiquette, sur l'emballage, évidemment, tout en sachant, comme je vous ai dit, ils n'ont pas le droit de mettre que c'est biodégradable et compostable, malheureusement. Bon, là, c'est terrible, mais on arrive à trouver des mots pour remplacer ça. Parfois, on utilise le mot, par exemple, bioassimilable. Alors, il y en a qui disent, ouais, mais est-ce qu'on peut le manger? Vous voyez, c'est compliqué parce qu'on va pas manger l'emballage non plus. Ouais. Hein, c'est pas fait pour ça du tout. C'est pas du tout alimentaire. On va pas l'ingurgiter. Par contre, c'est alimentaire certifié pour mettre un aliment dedans pour que tout ça se passe bien. Mais donc, on fait beaucoup d'emballages transparents, mais moi, personnellement, je ne souhaite pas faire de transparent. Depuis toujours, je préfère que on ait une vraie rupture et que visuellement, on puisse reconnaître que c'est différent du plastique. D'accord, ok. Donc, je pourrais vous montrer à l'écran quelques exemples, mais je crois que vos éditeurs, ils vont rien voir Bah, malheureusement. Je peux vous en je peux me montrer. servir de la vidéo. Si, on peut se servir de la vidéo. Donc, si Alors, vous voulez attendez, montrer des choses, je pourrais, allez-y. j'en ai Ouais, pour deux allez-y. secondes, je vais en Ouais, y a pas chercher. de souci. On va essayer de faire vite. Là, vous avez Ouais, on vraiment voit. beaucoup de bagasse de canne à sucre en fait. Vous voyez, ça fait quelque Ouais, chose d'assez marron, un petit peu ouais, translucide légèrement. ouais. Là, vous avez des colorants donc à base de plantes. Vous voyez, ça fait Ah ouais, vraiment d'accord. des choses un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est la même couleur. Vous voyez, on peut jouer un peu sur Ah ouais, eh ben donc vous le pouvez faire taux quand même. Ah ouais, c'est d'incorporation. top. Donc ça, c'est le même colorant. Vous voyez, on en a mis plus ou moins. Hein. Ouais, d'accord. Bon, ça reste un peu rose. Hein, c'est un peu Mais je vois étrange, ce que mais vous voulez dire. C'est identifiable. oui, On arrive à là, voir que c'est particulier. c'est notre gourde. Alors, on fait aussi du réutilisable. Une gourde, c'est Ouais. un de nos exemples. Donc là, c'est des roseaux du Pays de Loire, hein, qui est Ah dans ouais, la on voit qu'il y matière. Oui. a, ouais, il y a des petits pigments, enfin des petits, Et le comment... bouchon, il est fait aussi avec du lin. Génial. Là, c'est des algues brunes de Bretagne. Voilà. C'est génial. Là, vous avez aussi la version transparente. Donc ça, c'est notre produit spécial vrac que vous pouvez D'accord. mettre dans les magasins vrac pour le réutiliser. Voilà, avec une étiquette particulière. Là, vous avez des coquillages. Donc là, il y a un mélange d'huîtres et de coquilles Saint-Jacques, en fait. Donc les C'est petits génial. points, les gros points blancs, c'est des huîtres et le voile blanc, c'est de la Saint-Jacques, c'est plus fin. On peut aussi, voilà, travailler sur des tailles de farine différentes, on va dire. Et avant de faire une bouteille, en fait, on fabrique des tubes. C'est comme dans la plasturgie traditionnelle. Donc là, il y a des noyaux d'olive. Donc si on l'a fait gonfler, on va avoir une bouteille à partir de noyaux d'olive. Ça, c'est presque Ouais. blanc assez Avec des très. petits points. Ça, c'est des noyaux d'avocat. C'est génial. Euh, et du coup, là, je sais que c'est un couvercle qui est aussi avec une teinture naturelle et aussi le pot. Ouais. Donc là, sans Et doute, ça, c'est de bah, l'indigo. J'ai pas de doute. ouais, et puis voilà, c'est notre petit pot cosmétique pour la crème. On peut faire Génial. ça aussi. Donc bah, Et voilà, donc, on a à peu près 200 moules chez nous, donc on a un catalogue déjà quand même assez complet. Mais souvent, même avec 200 moules, ça suffit pas, donc on n'a pas toutes les solutions ah, c'est qui top. pourraient convenir. On a une gamme, voilà, on a plein de sites internet, on sectorise un peu parce que on a des communications différentes entre les shampoings, les savons, les gourdes, on fait des gobelets aussi, comme des éco-cups. Mais ce coup-ci, Ouais. c'est que c'est intéressant, c'est qu'ils sont en matière biosourcée. D'accord. Ils sont Nous, aussi dans le Nord, réutilisables. on a quelqu'un qui travaille des gobelets de lin, là, je crois, dans le Nord. Oui, je connais, oui, c'est très bien ce qu'ils font. Il y en a Ouais. un autre qui fait ça avec, je sais plus, de la mare de café ou un truc comme ça, ou de la Euh, bière avec, des à déchets de partir de la houblon. bière. Ouais, Oui, c'est des déchets de houblon séché, de la drèche. C'est de la drèche. drèche. Ouais. Maintenant, j'ai pas eu accès à la composition, donc je peux pas vous en dire plus, mais dans l'esprit, ça a l'air plutôt bien.
D'accord. Bon, en tout cas, je m'attendais pas. Je suis hyper surprise. Je m'attendais pas à avoir tant de déjà un résultat aussi beau. Enfin, je trouve ça beau esthétiquement. Je m'attendais pas à voir ça avec de la couleur végétale sur du plastique. Euh, Donc vous avez dit plus de 200 moules, vous avez différents sites en fonction des clients. Si ça vous va, vous me donnerez les liens, comme ça moi je peux les mettre dans le descriptif d'épisode pour que chacun C'est puisse s'y retrouver. packaging.com. Après, il y a un onglet, ça dirige vers tous les sites internet différents. D'accord, ok. Et j'avais une question. Donc moi qui travaille donc sur le podcast dans la partie notamment teinture végétale. Donc j'ai Oui. beaucoup de marques qui créent des vêtements en teinture végétale. Est-ce que attention, ma question elle est un petit peu tordue, mais est-ce que par exemple, quand on souhaite emballer ces vêtements pour les vendre ou etc., est-ce que vous faites aussi des plastiques un peu souples comme une pochette ou des trucs comme ça, ou vous faites du dur? Moi, je fais pas de souple, mais ça existe. Ça Oui, existe. oui. Et j'invite tout le monde à le faire, à mettre ses vêtements dans des sachets compostables. Et Ça oui. existe. Et En donc fait, c'est pas vous qui le faites, mais il y a quelqu'un d'autre qui le fait. moi, mon métier, c'est très particulier. Je sais fabriquer des contenants. C'est ce qui nous rend uniques. Je ne sais pas faire de sacs. Et celui qui fait des sacs, il sait pas faire de contenants. Ouais, C'est pas génial. les Vous mêmes êtes process, c'est complémentaires. pas les mêmes machines, c'est pas les mêmes matières, c'est pas les mêmes attentes techniques, industrielles. Je suis incapable de faire un sac. D'accord, Par ok. contre, je connais des gens qui en font. En fait, si vous voulez, en chimie verte, la France est un des leaders au monde en termes d'ingénierie. Il y a eu beaucoup d'argent investi par la France pour développer ça. Malheureusement, vous avez vu, on a des problèmes de Ouais. communication, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'investissements, donc on a des chercheurs français qui sont vraiment très très bons, euh, on a développé plein de choses, donc on sait à peu près tout faire. On sait tout faire. Alors parfois, il y a des entreprises qui sont très en mode prototype et qui ont du mal à passer le cap. Donc, dans la chance, c'est que j'ai réussi à voilà, passer le cap et on a plein de produits, vous avez vu. On n'a pas qu'un seul pot en se disant, voilà, on a fait ça. Non, non, on produit vraiment des palettes et des palettes, on remplit des camions, nos emballages, en fait. Et si vous voulez un sac, si vous voulez un Lego, si vous voulez une coque de téléphone, si vous voulez tout est possible et on sait tout faire. Oh, c'est top. Bon bah Donc nickel. là, on a développé aussi des produits de la mer, on a développé des collecteurs pour aller dans les océans. Vous voyez, c'est pas des récipients ce coup-ci. Mais si moi demain vous me dites je voudrais développer des coques de téléphone, un interrupteur électrique, une souris d'ordinateur, des jouets pour enfants, mais je sais faire en fait. Sauf que je peux pas tout faire et j'ai une Ouais. particularité, c'est qu'on essaye de se positionner sur le flaconnage. Ouais, d'accord. Et alors j'ai une question, vous allez dire que je pars dans tous les sens, mais ça me fait penser à quelque chose. J'ai visité il y a, je sais pas, 5 ans, peut-être plus, peut-être moins. Bon bref, chez Decathlon Campus, donc dans le Nord toujours, ils avaient des machines d'imprimantes 3D. Mm. Et ils utilisaient donc, alors je sais pas s'ils étaient déjà sur du bioplastique ou quoi, mais ils utilisaient donc tous les déchets de plastique qu'ils refaisaient fondre et ils faisaient des petits objets. Est-ce Mm. que ce système d'imprimante 3D, qui à un moment ça devait être la suite de la vie, est-ce qu'on pourrait utiliser du plastique biosourcé teint végétalement dans des imprimantes 3D par exemple? Évidemment, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas D'ailleurs, de dans le contre-indication. filament 3D, il y a un choix qui est exceptionnel, avec des mélanges parfois de bronze, de bois, etc. Je pense il y a eu beaucoup d'innovations sur ces sujets-là. Et il faut s'inspirer d'ailleurs de ce qui se passe dans le filament 3D. Et du moment que c'est recyclable, vos matériaux, évidemment, vous allez pouvoir forcément refaire du fil. Et auquel cas, vous allez pouvoir l'utiliser dans un imprimante 3D si tant est que vous pouvez régler les paramètres pour que ça Ouais, fonctionne. pour que ça fonctionne. Mais donc il n'y a pas Non, non, il n'y a aucun souci. Et alors une autre question, désolée, hein, mais je match avec des épisodes de gens qui ont des besoins que j'ai eu en interview. Donc sur les colorants végétaux, donc la couleur végétale, on a donc les bains de teinture, etc. On en a parlé, on a la coloration capillaire. On a vu aussi, on a rencontré des gens qui travaillaient sur des encre papier. Je pense à quelque chose de tout bête, c'est voilà nos cartouches d'encre à la maison. Elles sont faites en plastique
avec un système de reconnaissance et du cuivre ou je sais pas quoi, enfin un petit système sur le côté. Est-ce que c'est envisageable demain de travailler une cartouche d'encre en plastique biosourcé, teint pourquoi pas végétalement, qui contiendrait des encres végétales? Il n'y a aucun problème. Il y a aucun problème. En fait, vous Je avez vous pas de dis, contre-indication, quoi. si on a une contrainte particulière, enfin moi dans mon métier par exemple c'est la chaleur. Alors, on est en Ouais. train de faire des développements, mais la chaleur ça fait partie du jeu pour que ça se biodégrade. À un moment donné, il faut bien que ça disparaisse et qu'il se passe quelque chose. Donc c'est chaleur, humidité, bactéries. Mais la chaleur c'est le premier indicateur. Tant que vous ne travaillez pas sur des températures à 55, 60 et plus, vous n'avez pas de problème, vous pouvez faire votre objet. D'accord. Donc en fait, vous pourriez répondre à plein de problématiques Mais il que j'ai existe des entendues. biopolymères qui résistent à la chaleur et qui sont quand même biodégradables et compostables. Donc ça se trouve en fait. C'est-à-dire que le terrain de jeu, en fait, on peut remplacer toute la plasturgie, sauf des cas particuliers. On a un cahier des charges complexe. Par exemple, je sais pas, dans l'automobile, c'est compliqué. Par exemple, les feux de voiture, etc. Vous voyez, faut que ça soit durable dans le temps. Puis il y a les intempéries, la chaleur. Enfin, à un moment, votre voiture, elle est au soleil, elle est à monter à 70 degrés. Un coup, elle est à -30 parce que vous êtes parti dans un pays froid. Vous voyez, puis il y a une fonctionnalité compliquée, une transparence, et il faut que ça dure dans le temps, des années, des années, des années. C'est pas forcément là où nous on se positionne en fait. On D'accord. est plutôt sur des rotations un peu plus rapides de déchets on doit résoudre cette problématique. Donc un feu de voiture en plastique pétrochimique qui dure 30 ans, 40 ans et qui est d'une taille importante, on sent bien qu'on va peut-être pouvoir gérer cet objet et ce déchet un peu mieux que une touillette de café en fait. D'accord. En tout cas, j'ai un autre invité qui travaille donc dans la chimie verte qui m'a parlé que donc sans dévoiler l'entreprise, etc. Il était en train de travailler sur justement l'intérieur des voitures pour rendre comment on appelle ça bon bref, quand on est dans sa voiture, de rendre ça moins pollué et moins d'origine trop sourcée, etc. Et j'étais hyper étonnée, pareil. Donc bon bref, je découvrirai avec l'interview, mais je trouve ça passionnant et je suis étonnée qu'on parle pas plus d'une entreprise comme vous. Et j'ai regardé, je mettrai en lien la vidéo que j'ai vue de vous parce que j'ai trouvé que c'était hyper bien expliqué. Et donc pour les auditeurs qui, bon bah voilà, on n'est pas tous au taquet sur le plastique et le recyclage, etc. Je pense que cette vidéo, elle expliquera vraiment bien ce que vous faites. J'avais une dernière question, enfin deux dernières questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas posé, mais que vous aviez envie d'aborder comme sujet? Je, je pense qu'on vous avait abordé ces bornes de collecte là, on va mettre ces emballages là pour les broyer. Je pense que c'est une bonne solution et je pense qu'il y a un travail à faire très important parce que aujourd'hui on s'aperçoit que c'est que pour les bouteilles. Mais pourquoi pas les barquettes, pourquoi pas d'autres objets et il me semble évident qu'en plus ça peut reconnaître les différentes matières et les différentes couleurs et pourquoi pas faire quelque chose d'un peu plus optimisé et travailler avec les territoires, les communes qui ont investi beaucoup d'argent pour faire le recyclage. Il faut pas leur enlever ça. Donc je pense qu'il y a un vrai travail là-dessus à faire. Je pense que c'est un travail d'avenir pour essayer de mettre au point toutes ces filières, que ça aille au bon endroit avec les bons matériaux dès le début en fait. Hmm. Et surtout récompenser les gens qui travaillent pour trier et pas leur faire payer leurs poubelles. Ça, je trouve ça inadmissible. Ça va pas du tout dans le bon sens. Voilà, c'est le C'est- point, je pense, qui est final. D'accord. Et est-ce que donc dans le podcast, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois, l'invité propose d'autres invités, donc pour continuer à creuser son domaine ou pour continuer à explorer donc dans la couleur végétale. Est-ce que vous avez quelqu'un vous à nous recommander pour passer votre micro à un invité? Si vous voulez continuer sur le sujet avec des experts, je vous invite à contacter Emmanuel Castaldi, chercheur à l'Université de Montpellier, qui travaille sur justement ces biopolymères, qui est très pointu sur le sujet et qui pourra aller beaucoup Ok, plus loin sur d'autres aspects. Il n'y a pas beaucoup ok, de top. spécialistes en France. Pour moi, il y en a trois ou quatre. D'accord.
et elle en fait partie, c'est sûr. Ok, d'accord. Bon, bah, top. Intéressant. Bon, bah, nickel. En tout cas, Nicolas, c'était passionnant. Je suis ravie de vous avoir eu. Franchement, je pense que les auditeurs vont être dingues parce que c'est quand même hyper incroyable comme utilisation et comme application de la couleur végétale. Je vous remercie et je vais essayer de contacter donc votre collègue Emmanuel Castaldi donc à Montpellier. Merci beaucoup, C'est ça. Nicolas. Merci infiniment. Au revoir. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous!